Thierry Mariani, bonjour, comment allez-vous? Bien, 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 après une soirée un peu agitée. Alors oui, effectivement, hier soir, on en parlait, il y avait une soirée un peu agitée en France, mais on va revenir à ce sujet avec Guillaume Benessa et Stéphane Rosès dans quelques minutes. D'abord, le premier sujet que vous souhaitiez évoquer, c'était quand même celui de la Géorgie, où alors il y a eu des élections municipales, et où, alors ce qui est expliqué par les médias, c'est que le gouvernement pro-russe fait face à une jeunesse étudiante pro-Union européenne qui proteste dans la rue contre lui. Non, on a eu ce week-end quand même deux élections, avant qu'on parle de la France, deux élections dans la grande Europe, si je puis dire, la Géorgie, qui n'est bien sûr pas dans l'Union européenne, et la Tchéquie. Et à chaque fois, on entend le même commentaire dans les radios, c'est le parti pro-russe, c'est le gouvernement pro-russe qui a gagné. Vous savez, dans les années 60-70, la mesure, c'était communiste. Alors on était où pro-communiste ou anti-communiste complet, mais on ne pouvait pas être, j'allais dire, autre chose que l'un ou l'autre. Et l'instrument de mesure, c'était le communisme. Désormais, je note que dans les élections dans les élections nationales, l'instrument de mesure, c'est on est pro ou anti-russe. Voilà. Alors la Géorgie. Je crois que vous avez eu quelqu'un ce matin qui était sur place en Géorgie. C'est un pays que je connais bien pour y être allé au moins une vingtaine de fois, puisque j'étais député des Français de l'étranger. La Géorgie, elle est ni pro-russe, ce gouvernement, ni anti-russe. Elle est pro-géorgien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça vous a été rappelé, je pense. En 2008, le 8 août 2008, c'était le jour de mon anniversaire, donc je m'en souviens. Le 8 août 2008, en dehors de mes 50 ans, la Russie a choisi d'attaquer la Géorgie. Et depuis, vous le savez, ils ont non pas l'Alsace et la Lorraine, mais l'Ossétie et l'Abkhazie qui sont occupés, à peu près 15 à 20% de leur territoire. Donc dire qu'il y a un gouvernement qui peut être pro-russe, c'est aussi ridicule que si en 1913 on expliquait qu'il y a un gouvernement pro-allemand. Et donc, pourquoi les Géorgiens tout simplement sont qualifiés de pro-russes? Et d'ailleurs, pardon, le Premier ministre Kobakidze, je recherchais son nom, mais avait dans son programme d'élection de 2024 de récupérer l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie à la Russie, justement, enfin retrouver la souveraineté géorgienne complète. Mais bien sûr, ils ont 20% de leur territoire, c'est une obsession et c'est logique, comme ça l'a fut en France entre 1871 et 1914. Non, en réalité, tout simplement, ils n'ont pas obéi à l'Union européenne. Vous savez, je vous rappelle quand même un peu de chronologie, et le hasard fait que j'étais présent dans au moins l'un de ces événements. En février 2024, la Russie attaque l'Ukraine. C'est pas le début pour moi des conflits, puisque pour moi il a commencé en 2014, mais en réalité, donc il y a l'offensive russe en février 2024 et 2022, pardonnez-moi. Et quelques mois après, c'était en juillet. 21 juillet, nous sommes en mission avec une délégation européenne en Géorgie. Et le but de cette délégation européenne, c'est quoi? C'est d'obtenir du gouvernement géorgien qu'il s'engage aux côtés de l'Europe et qu'il prenne les mêmes sanctions. Et là, j'assiste à une conversation musclée. Et à l'époque, d'ailleurs, le Premier ministre d'aujourd'hui était le président du rêve géorgien. Et ça se passe très mal. Vous savez, c'est le genre de réunion où vous sortez et tout le monde dit on a eu une franche discussion, ce qui signifie qu'on s'est un peu foutu sur la gueule, quoi, pour être clair. Ou l'Union européenne, qui était la délégation qui était dirigée par M. McAllister, dit vous devez prendre des sanctions contre la Russie, etc. Et le président du parti majoritaire, à l'époque, dit écoutez, vous êtes bien gentil, mais on a une frontière commune, on a 30% de nos échanges avec la Russie. On a à peu près presque 1 million de Géorgiens qui vivent en Russie. Et puis, vous vous souvenez qu'en 2008, quand la Russie a attaqué la Géorgie, vous n'êtes pas intervenu. Vous n'avez même pas pris de sanctions contre nous. Donc pourquoi vous voulez qu'on prenne une mesure hostile à la Russie, en l'occurrence, qui ruinerait notre économie par le coût de l'énergie, qui ferait en sorte qu'un certain nombre de nos concitoyens reviendraient chez nous, et d'autre part, qui compliquerait la situation de notre pays. Et donc la Géorgie est, quand vous les connaissez, anti-russes parce qu'ils veulent récupérer leur territoire, mais il y a des gouvernements intelligents, c'est-à-dire qui pensent avant tout aux conséquences que certaines sanctions
peuvent avoir sur leur population, comme M. Orban d'ailleurs, qui a, je vous le rappelle, obtenu des dérogations sur l'approvisionnement en pétrole russe. Et donc en réalité, voilà, ce gouvernement est simplement un gouvernement qui n'obéit pas à von der Leyen. Et je vous rappelle que le soutien du peuple géorgien à sa majorité est énorme, parce que les Géorgiens ne veulent pas la guerre. Et alors, est-ce que vous diriez qu'il en est de même justement pour Andrej Babiš, donc Andrej Babiš qui va être le nouveau Premier ministre de République tchèque après sa victoire aux dernières élections, plus de 35% des suffrages, donc c'est plus que ce que donnaient les sondages d'ailleurs. Il va obtenir à lui, avec son seul parti ANO, il va obtenir 80 sièges sur 200 au Parlement tchèque. Il devrait s'allier avec 2 autres partis qui sont le SPD et les motoristes d'ailleurs. C'est l'étonnante politique tchèque. Est-ce que lui aussi est qualifié de progrès? C'est même qualifié de Trump tchèque, lui. Oui, alors pour la petite histoire, ANO et les motoristes sont dans le groupe des Patriotes au Parlement européen. Donc avec le Rassemblement National. Où est Jordan Bardella et le Rassemblement National. Donc c'est des gens qu'on connaît bien. Pareil, je veux dire, ils ne sont pas du tout pro-russes. Ils sont simplement tenus par la géographie, quoi. Ce qu'on oublie, c'est qu'en géopolitique, on ne change jamais ses voisins. C'est tellement confortable de chercher des tensions et d'attiser éventuellement un conflit quand on est à des milliers de kilomètres d'un autre pays et quand on sait qu'on n'aura jamais des conséquences directes. C'est plus difficile quand d'abord on a connu le poids de l'histoire. L'ex-Tchécoslovaquie a payé cher son appartenance forcée au bloc soviétique. Et d'autre part, ils font partie de ces pays, j'allais dire, de première ligne. Donc, ils ne sont pas pro-russes. Ils vont simplement que l'Union européenne s'engage moins dans un conflit dont personne ne voit la fin, dont tout le monde voit le coup, et où, à la sortie, les pays qui sont voisins de la Russie risquent d'être les premières victimes aussi. Et en même temps, au sein de la République tchèque, il y a quand même un débat, parce qu'il va y avoir un sujet qui va devenir assez important dans les prochains mois en République tchèque. Ça va être l'opposition entre Andrej Babiš, donc qui va devenir Premier ministre, et Petr Pavel, qui est l'ancien chef d'état-major des armées tchèques, et lui, pour le coup, qui est plutôt pro-Ukraine et pro-OTAN. Et oui, il a fait que sa carrière, une partie de sa carrière dans l'OTAN. D'ailleurs, comme un certain nombre de chroniqueurs qu'on voit défiler sur LCI. Oui, c'est évident qu'ils n'ont pas la même approche. Voilà. Vous savez, moi je dis souvent qu'il y a une sorte de corruption, non financière, mais corruption intellectuelle d'une partie de nos élites, y compris en France. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne offre une super carrière. Et l'OTAN, pareil. Donc, quand vous êtes militaire, et c'est logique, plutôt qu'être dans un bureau à Paris, vous rêvez d'avoir un poste de commandement à l'OTAN. C'est le cas de ce qu'a eu le président tchèque. Et quand vous êtes diplomate, c'est d'ailleurs un peu la même chose, vous rêvez d'être un jour ambassadeur pour l'Union européenne parce que vous avez plus de moyens que quand vous êtes ambassadeur de France. Et donc en réalité, ça nous donne après des diplomates en France ou ailleurs et des militaires en France ou ailleurs, eh bien, qui par moments ont tendance à répéter l'idéologie de l'OTAN ou l'idéologie de l'Union européenne. Après, dans l'occurrence sur Petr Pavel, lui, il a déjà fait sa carrière, il est maintenant président de la République tchèque. On peut imaginer qu'il n'a pas forcément... il va pas forcément encourager, avoir ces idées-là, parce qu'il veut une carrière ensuite. Vous avez raison, mais... Peut-être que je suis optimiste. Non, c'est vrai, mais vous savez, quand vous restez 5 à 10 ans dans une institution, j'ai envie de dire, vous êtes contaminé par les idées de cette institution. Je pense que Petr Pavel n'a plus aucune envie, d'ailleurs, il est trop âgé, c'est pas lui faire insulte, pour retourner dans l'OTAN. Mais c'est évident que, vu ses fonctions dans l'OTAN, vu ses relations, eh bien, c'est un avocat de l'OTAN évident dans cette situation. Après, je pense que les Tchèques ont aussi envoyé un message, c'est qu'ils veulent avant tout que les gens s'occupent de leur gouvernement. J'entendais certains chroniqueurs sur une radio nationale financée par le contribuable qui disaient, mon Dieu, en plus ils ont un programme absolument presque scandaleux. Ils veulent mettre en priorité les problèmes de la Tchéquie. Ah oui, non, c'est vrai que c'est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui dit on va d'abord s'occuper... C'est extrêmement réac quand même. Oui, mais... que certains journalistes capés arrivent à avoir ce genre de réflexion, là aussi, ça prouve quand même qu'il y a une contamination des esprits. Voilà, quand on est français politicien, on s'occupe en priorité de la France, belge en priorité de la Belgique, et tchèque pareil. Mais le fait de dire, mon Dieu, on va s'occuper en priorité des problèmes des gens de notre pays, ça prouve que vous êtes un nationaliste, un populiste et je ne sais quoi encore. On va parler merci beaucoup Thierry Mariani déjà pour cette analyse internationale, mais on va parler maintenant dans un instant des politiciens français qui effectivement pour le coup, eux, ont une vision de l'intérêt de leur pays qui passe souvent après leur propre intérêt. On va faire ça dans le face-à-face.